Je vais quand même demander, bon, même si j'ai fait une petite présentation rapide et brève de chacun d'entre vous, je vais quand même vous demander de vous présenter à tour de rôle pour voilà, expliquer un petit peu votre mission et la façon dont. Alors, bon, on ne va pas tout dire tout de suite, hein, mais une petite présentation pour expliquer un petit peu à ceux qui sont là avec nous ce soir en quoi peut-être vous pouvez comment vous pouvez peut-être les aider. Alors, on commence on commence par les femmes. Allez, alors peut-être Sophie. Sophie, allez, on y va. Bon, très bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là ce soir pour parler un petit peu de cette rénovation énergétique. Donc, moi, j'ai en charge la région parisienne, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France pour Domo Finance. Et donc, j'accompagne en fait les copropriétés, les syndics, les AMO, principalement pour le financement de rénovation énergétique. Donc, ce sont des projets qui s'étalent sur plusieurs années, bien souvent pour les préparer. Et après, quand ils sont, je dirais, mûrs et que le projet est bien défini, c'est là que Domo Finance peut intervenir pour faire une proposition de financement. Donc, sur les projets de rénovation énergétique, peut-être qu'on évoquera ça tout à l'heure, certainement. Je vous expliquerai un petit peu comment on pilote tout ça. Parfait, Sophie. Très bien. Corinne, un petit mot. Bonjour à tous. Moi, ravie d'être parmi vous ce soir. Moi, je représente en fait Alto, qui est une société qui œuvre pour le bâtiment collectif, en particulier les copropriétés, autour de la rénovation énergétique. On est au cœur du financement parce qu'on est en fait adossé à un expert du financement qui est le groupe Enalia. Et nous, on a 3 ans d'existence, hein, on a beaucoup moins d'antériorité que vous tous. On essaye d'œuvrer en fait sur cette première étape avec des offres clés en main, travaux et financement. Donc, on est un maître d'œuvre contractant général. On a commencé par l'isolation des réseaux, qui apparemment va être rendu obligatoire. Il y a un décret qui se prépare à partir du 1er janvier 2025. Donc, il serait temps de le faire avec les financements, parce que demain, quand ça sera obligatoire, ça sera sans financement. Et petit à petit, et sur le salon de la copropriété, on a montré un petit peu d'autres axes de ce qu'on va bientôt proposer, qui tournera beaucoup autour de l'optimisation des chaufferies. On travaille avec des gens sur le désembouage, on travaille main dans la main avec des AMO chaufferies. On pense qu'on n'oppose pas avec, par exemple, ce que fait Île-de-France Énergie, hein, mais je pense qu'on est plutôt complémentaires. Il y a déjà du monde sur la maîtrise d'œuvre, travaux lourds. Nous, on essaye de se mettre sur la première étape sans hypothéquer l'étape suivante qui est hyper importante et dans laquelle on a besoin que les autres acteurs œuvrent parce que c'est hyper important d'aller au bout de la démarche. Voilà. Merci Corinne, merci pour toutes ces précisions. Justement, alors Christophe va prendre la balle au bon. Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous, ravi également d'être parmi vous. Comme tu l'as dit Isabelle en introduction, Île-de-France Énergie est une société dite de tiers financement. Il y a 6 sociétés de tiers financement en France. On est ce qu'on appelle aussi, c'est pas très joli, mais je trouve que c'est assez parlant, ce qu'on appelle un ensemblier. On intervient sur l'ensemble du champ de la rénovation énergétique en qualité de bureau d'études, de maître d'œuvre, mais aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'audit à la phase travaux, suivi des travaux de rénovation énergétique. À partir de 50 lots, je préfère le préciser tout de suite parce qu'il y a beaucoup de petites copropriétés, mais on intervient sur les copropriétés moyennes à partir de 50 et puis au-delà, évidemment. Donc, sur l'ensemble du champ de la rénovation énergétique, du diagnostic technique global ou audit énergétique, les travaux avec une phase importante qu'on appelle la conception d'un programme de travaux, étude de plusieurs scénarios de travaux, plan de financement également. L'idée, c'est qu'en s'adressant à Île-de-France Énergie, la copropriété et les syndics n'aient pas à s'adresser à plusieurs interlocuteurs, mais à un seul interlocuteur, un chef de projet, qui coordonne une équipe d'architectes, d'ingénieurs thermiciens, d'ingénieurs financiers pour l'établissement des plans de financement. Et on va jusqu'au financement, puisqu'on est, comme tu l'as dit Isabelle, une société de tiers financement, donc on peut prêter directement aux copropriétés, même si des banques comme Domo Finance, comme Madame Fauché ici présente le fait, nous on le fait directement aux copropriétés, mais il y a d'autres banques, Domo Finance et la Caisse d'épargne de France, qui font également du prêt à la copropriété dans les mêmes conditions. Nous, on intègre tout dans notre structure Île-de-France Énergie.
Oui, c'est vrai que bon, évidemment, voilà, on n'est jamais exhaustif. Il y a d'autres solutions encore que celles qu'on va présenter ce soir, bien entendu. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus, hein, donc donc c'est quand même assez réduit. Les possibilités qui s'offrent aux copropriétaires sont pas très étendues et ça reste toujours une question. Donc pour Sébastien, donc on l'a gardé pour la fin, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur l'Agence nationale de l'habitat? Alors, bonsoir à tous. Sébastien Caté-Wagner, donc je suis le responsable de programme copropriété au sein de l'Agence nationale de l'habitat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une petite agence de 200 personnes qui a plusieurs missions de service public, à savoir le traitement de l'habitat indigne, la mise en accessibilité, en adaptabilité, notamment sur la transition démographique et le vieillissement de la population, sur le traitement des quartiers anciens, pour redynamiser à travers les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, et en quartier, on va dire quartier politique de la ville, euh, le redressement des copropriétés et la rénovation de celles-ci, notamment en difficulté. Et la dernière pierre, qui est le sujet de ce soir, c'est sur, bien entendu, la transition énergétique et la rénovation énergétique en copropriété, qui est via le dispositif MaPrimeRénov' copropriété, et bien entendu avec toutes les agences France Rénov' qui sont autour pour accompagner les copropriétaires et syndics. Oui, il y a pas mal de questions là-dessus, donc je pense qu'on aura l'occasion de préciser l'étendue et le champ de ces aides. Alors, donc on a eu quand même quelques questions plus générales, plus globales et d'autres assez précises. On a des copropriétaires qui nous demandent comment on peut motiver les copropriétés à engager ces travaux de rénovation énergétique. C'est vrai que la copropriété, c'est un monde un peu compliqué parce qu'on a dans une copropriété des profils très différents. On a des copropriétaires qui ont des âges, des moyens financiers, des envies, qui se mobilisent pour des motifs qui sont différents. L'avantage avec la rénovation énergétique, et tu en as déjà un peu parlé, c'est qu'on cible plusieurs avantages. D'abord, la rénovation énergétique, elle ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on étudie un projet de rénovation énergétique à l'occasion de l'entretien de sa copropriété. On sait que tous les 15, 20, 25 ans, il faut ravaler. À cette occasion-là, plutôt que de faire ce qu'on appelle un ravalement sec, il est intéressant de se dire, est-ce que je ne profiterai pas de ce ravalement pour faire une isolation thermique par l'extérieur, hein. Alors, qu'est-ce que ça permet? Je ne vais pas être trop long parce que sinon… C'est d'ailleurs obligatoire, les travaux embarqués. Absolument. Bon, hein, c'est obligatoire, il n'y a pas de sanction, mais c'est obligatoire, tu as raison. Voilà. Alors, les avantages sont multiples. D'abord, les économies d'énergie. Et on sait qu'aujourd'hui, l'énergie coûte de plus en plus cher, de façon assez délirante. Donc, évidemment, quand on isole sa copropriété, on fait des économies d'énergie. Sébastien le dira probablement tout à l'heure, pour avoir les aides de l'ANA MaPrimeRénov', il faut au moins 35% d'économie d'énergie après travaux. Ça, on les atteint assez facilement quand on fait ce qu'on appelle un bouquet de travaux. Donc, économie d'énergie, les notions de confort d'hiver, mais aussi confort d'été. On a bien vu cet été que nos étés sont de plus en plus chauds. Et quand on isole… Avec le réchauffement climatique, c'est voilà. Ça, parce qu'on a la crise énergétique en hiver, mais on a le réchauffement climatique en été. Voilà. Et les copropriétaires qu'on a rénovés, les copropriétaires nous disent, ah là là, on a eu chaud, mais on a eu chaud moins vite, on a eu moins chaud que les étés précédents. Donc, confort d'hiver, confort d'été. Et là, on cible notamment les personnes âgées qui sont chez elles, qui ne bougent pas beaucoup. On a des questions de ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire que plus on s'éloigne… on est parisien là ou on est national, Isabelle? Alors nous, on est national, hein. National. D'ailleurs, Bon, on peut leur demander à ceux qui sont là ce soir avec nous d'où ils sont connectés, hein, de quelle ville, de quelle région de France. Vous pouvez nous le dire, comme ça on va peut-être aussi ajuster Mais c'est vrai partout, c'est-à-dire que voilà. plus on s'éloigne des agglomérations qui sont très demandées en termes de logement… Voilà, donc vous allez voir, là, ils sont en train de vous le dire, hein. Dites-nous, dites-nous d'où vous venez, où vous êtes. Plus on s'éloigne des grosses agglos, plus l'écart, c'est pas Île-de-France Énergie qui le dit, hein, mais ce sont les notaires, constatent des écarts de prix, ce qu'on appelle la valeur verte,
entre 10 et 15% en région parisienne. C'est ce que je connais, puisque c'est là où on intervient. Donc, c'est pas rien, entre 10 et 15%, entre une copropriété qui a été rénovée et une qui ne l'a pas été. Ce qu'on appelle la valeur verte. Et le contraire de la valeur verte, c'est la décote grise. C'est-à-dire que si votre copropriété ne fait pas de travaux de rénovation énergétique et que celle d'en face fait de la rénovation énergétique, évidemment, par comparaison, votre bien immobilier perd de la valeur. Donc, économie d'énergie, confort d'hiver, confort d'été, valeur verte, voilà, ça fait partie des arguments. Et puis, évidemment, diminution des gaz à effet de serre pour tous les copropriétaires qui sont sensibilisés au réchauffement climatique, et ils sont de plus en plus nombreux. Je pense notamment aux jeunes générations. On a par exemple, et puis j'arrêterai là, à Sceaux, un jeune copropriétaire polytechnicien qui chauffe sa copropriété chauffée au fioul. Il me dit, moi, c'est pas possible, je peux pas habiter une copropriété chauffée au fioul, donc je veux absolument faire de la rénovation énergétique, changer ma chaudière et isoler mon immeuble. Voilà, donc il y a plusieurs arguments qu'on peut utiliser pour convaincre ces profils différents qu'on retrouve en copropriété. D'accord, bah oui, ça c'est vrai que c'est tout à fait ça. Alors vous avez vu, hein, donc ben, on a des participants qui viennent d'un peu partout en France, hein. On en a dans le sud, on en a en Bretagne, en Occitanie, voilà, donc bien sûr en Île-de-France. Et en banlieue parisienne, à Montpellier, voilà, plein de belles villes où il y a de la copropriété, hein. Où il y a de la copropriété. Alors, donc, qui veut compléter ce qu'a dit Christophe? Peut-être il y a un petit quelque chose à ajouter. Peut-être Sébastien ou Sophie, elle a peut-être. Vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je pense que c'était assez complet, hein, ce que Christophe a dit. Mais aujourd'hui, plus que jamais, effectivement, moi, j'insiste sur l'histoire des hausses de tarification. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de projets qui n'avaient pas vu le jour pour X raisons, parce que probablement les copropriétaires n'étaient pas mûrs, qui aujourd'hui ressortent parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience aussi du gain énorme à envelopper, en fait, en quelque sorte, le bâtiment pour qu'il ait un peu plus chaud, en fait. D'accord. Et la Chambre de notaire, effectivement, a sorti une étude qui était assez intéressante sur la rénovation des immeubles, alors énergétique ou pas. À partir du moment où votre immeuble, il date un peu, il n'est plus trop compétitif avec des immeubles assez récents qui sont aux normes d'aujourd'hui, quoi. Et le fait de le rénover énergétiquement, ça lui donne de la valeur et ça le met sur un même pied d'égalité, voire peut-être plus, parce que les pièces sont quelquefois un peu plus grandes que d'autres immeubles qui sont plus récents. Qu'est-ce que vous pensez du diagnostic énergétique et de l'étiquette qui affiche directement dans les annonces la performance du logement, de l'appartement? Est-ce que vous pensez que ça a une incidence sur la volonté de se lancer dans les travaux dès maintenant? Est-ce que vous voyez que ça a impulsé quelque chose, une certaine dynamique? C'est clair que les acquéreurs regardent ça de plus en plus, hein, compte tenu du prix de l'énergie. Quand vous avez sur une annonce une étiquette F ou G, c'est quand même assez rédhibitoire. On préfère regarder l'annonce d'à côté qui est plutôt C ou D, voire moins quand on est sur de l'immobilier plus récent. Si je peux intervenir, oui, Christophe a été très complet sur les bonnes raisons de faire de la rénovation énergétique qui sont clairement renforcées les derniers mois. Je rajouterai l'interdiction de location des passoires thermiques, qui est aussi dans un immeuble, il n'est pas rare qu'il y ait au moins un bailleur, et que ce bailleur-là, il se pose vraiment des questions parce que rénover son appartement de l'intérieur, c'est quand même extrêmement compliqué. Il risque de perdre des mètres carrés, il n'a pas la main quand il est en chauffage collectif. Donc là, il peut être quelqu'un qui pousse un petit peu les autres à se bouger pour que lui-même, son étiquette par des travaux collectifs se réduise suffisamment pour qu'il puisse continuer à louer son bien. Et les autres raisons sont que vraies, hein, on les vit au quotidien et ce n'est pas juste une liste d'arguments. Je pense que les gens qui vivent la rénovation ou qui sont frustrés qu'elle ne se fasse pas pensent exactement à ces sujets-là, à ceux qui ont froid dans leur appartement, surtout quand il n'est pas bien situé, qui ont du mal à le revendre, savent que la valeur de leur patrimoine n'est pas terrible, et puis qui vont voir pour certains des augmentations de charges telles que certains, je pense, vont renoncer à se chauffer ou baisser leur température à un point tel que
Là, on rentre dans des choses qui sont quand même jamais vues, quoi. Donc là, les solutions qu'on propose à court ou moyen terme sont clairement la solution pour qu'ils sortent de cette situation-là. Je vais demander à Sébastien qui est très discret, hein, parce que Sébastien, à l'ANA, vous soutenez aussi les propriétaires bailleurs. Donc là, en ce moment, est-ce que cette étiquette énergétique pose des questions et est-ce qu'on vient vous voir pour savoir comment on peut justement entreprendre les travaux aujourd'hui? Alors, il y a une véritable bascule qui s'est passée cette année, où auparavant, les propriétaires, copropriétaires qui venaient nous voir étaient surtout des propriétaires occupants, on va dire, qui étaient moteurs au sein de la copropriété pour pouvoir vouloir lancer des travaux de rénovation énergétique et quelle manière convaincre, on va dire, les autres copropriétaires de bien monter un projet de rénovation globale d'achat de leur immeuble, à aujourd'hui où c'est une majorité de propriétaires bailleurs qui viennent nous voir pour se questionner sur, certes, leurs travaux en partie privatifs de leur logement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de ces étiquettes et comment ils peuvent convaincre aussi la copropriété, et notamment, alors qu'avant, c'était plutôt les propriétaires occupants qui étaient moteurs, dorénavant, on a une bascule, c'est plutôt les propriétaires bailleurs qui deviennent moteurs en copropriété pour faire voter des travaux de rénovation énergétique en copropriété. Et donc, cette bascule est assez forte et elle s'explique par le côté coercitif et la loi climat et résilience avec ses étiquettes énergétiques et donc de passoire qu'il peut avoir. Et en tout cas, cette bascule est en train de se faire. Et le tout, c'est de comment on peut accompagner en termes d'ingénierie humaine l'ensemble de ces copropriétés, parce que c'est plus comme en 2017, c'était à peine 2000 logements qui venaient voir l'ANA et qui étaient notifiés en termes de rénovation globale. Aujourd'hui, on en est à plus de 20 000 avec 30 000 logements en stock qui sont aussi derrière avec une vraie montée en puissance. Parce que l'ANA, au titre de ma prime rénov copropriété, c'est de la rénovation globale. On n'est pas dans du geste, contrairement à ce qu'on peut entendre sur ma prime rénov individuelle. C'est vraiment de la rénovation globale. Et on voit bien qu'il y a un cap qui est en train de se passer, il y a un déclic qui est en train de se faire. Et que vraiment de plus en plus les gens sont moteurs, hein, que ce soit syndic, propriétaires eux-mêmes, etc. Et en fait, on commence à voir cette difficulté d'ingénierie, de ressources humaines, d'accompagnement en fait de ces copropriétés pour pouvoir les faire basculer dans la rénovation énergétique. Et j'espère que j'ai pas été assez long. Non, non, pas du tout, c'est passionnant. On a besoin d'avoir des retours comme ça sur ce qui se passe, parce que vous êtes un guichet, vous avez donc les questionnements, vous avez les besoins qui s'expriment, et c'est important pour nous de savoir de quelle façon. Donc peut-être un conseil aussi, puisque là j'ai eu aussi des copropriétaires qui m'ont dit, mais comment nous, en tant que membre du conseil syndical, on peut accélérer les choses? Est-ce que pour vous, le conseil syndical a un rôle à jouer dans cette affaire? Ah bah, il a plus qu'un rôle à jouer. En fait, c'est lui qui est le moteur. En fait, dans une copropriété, on va dire qu'il y a un îlot moteur qui pousse au projet de rénovation, qui convainc, on va dire, la majorité des copropriétaires, on va dire silencieuse, la majorité silencieuse, qui suit en assemblée générale s'ils sont convaincus par le projet et qui doivent se battre, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, contre ceux qui sont contre, mais d'office depuis le début du projet. Et c'est de quelle manière, en fait, on arrive à convaincre cette majorité à mettre en place. Et pour pouvoir convaincre, il faut pouvoir être le mieux accompagné possible. De pouvoir répondre aux différents arguments, parce que dans une copropriété, vous avez des personnalités complètement différentes, des enjeux complètement différents. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui compte vendre son logement parce que sa famille s'agrandit, que quelqu'un qui vient d'arriver dans la copropriété, qui a un taux d'endettement déjà à 33%, et qui se dit comment je vais faire pour financer ces travaux de rénovation énergétique. Et donc, il faut savoir pallier l'ensemble de ces arguments, donc répondre à chaque individualité alors qu'on vote collectif. Et donc, il y a ce besoin d'accompagnement, d'où ce qu'on appelle, nous, à l'ANA, désolé du jargon, d'une assistance à maîtrise d'ouvrage à déployer pour accompagner la copropriété dans son projet de rénovation globale, ce que fait très bien Île-de-France Énergie, d'ailleurs, parce que qui est une de nos AMO sur la région Île-de-France. Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a un discours à tenir à chaque copropriétaire dans son projet, dans son parcours de logement, dans son projet de vie. Et ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a une solution aussi qui va être peut-être personnalisée en fonction du besoin aussi de financement de chaque copropriétaire. Parce que ça, c'est aussi important d'adapter le financement à la situation de chaque copropriétaire.
Parce que pour voter les travaux, bon, il y en a peut-être qui seront contre, il y en a peut-être qui seront pour, mais au final, si la décision est prise, tout le monde, tous les copropriétaires devront bien sûr y contribuer. Voilà. Et j'en Avec, profite d'ailleurs, voilà, tout Isabelle, à si tu fait. permets, un peu de Bien sûr. polémique. Je ne sais pas Oui, si vous avez entendu, mais le ministre du Logement a annoncé qu'il allait assouplir les règles de vote en copropriété. Oui. Enfin, chez Île-de-France Énergie, moi en particulier, on pense que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Et tu viens de le dire. C'est-à-dire que si un projet de rénovation énergétique, c'est un projet au long cours hein, qui met plusieurs années, il faut convaincre les copropriétaires, que le conseil syndical, Sébastien vient d'en parler, c'est essentiel, hein, c'est le relais. Et c'est avec lui qu'on travaille au quotidien, notamment sur le choix des scénarios qu'on présente ensuite aux copropriétaires. Mais le conseil syndical, c'est le petit nombre de copropriétaires motivés avec lesquels on travaille au quotidien. Et Sophie d'Homofinance en parlera, mais si on fait voter un projet de rénovation énergétique de façon très juste, parce qu'on n'a pas été suffisamment convaincant, tu viens de le dire, les 49% qui ont voté contre, ou qui ne sont pas intéressés, il va falloir que ces gens-là aillent voir Sophie pour financer leur projet. Ils vont traîner des pieds, ça va être extrêmement compliqué, donc je pense que c'est une fausse bonne idée. Ça va être un cauchemar pour les entreprises qui vont réaliser les C'est travaux clair, aussi. absolument. Ça va être un cauchemar pour les entreprises. C'est vraiment une fausse bonne idée. Hein. Vraiment, il vaut mieux, et c'est ce que fait l'ANA, hein, des aides à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', etc., avec des aides qui sont extrêmement intéressantes, les certificats d'économie d'énergie que gère Corinne de son côté, et puis également des mesures incitatives. Il faut être sur les deux. Et ces histoires de majorité, c'est une fausse bonne idée parce qu'il faut absolument convaincre les gens de faire de la rénovation énergétique et nous, les projets, parce que je ne veux pas être trop long, donc je parle trop vite, les projets qu'on fait voter, c'est voté à 75 ou 80%. Et derrière, c'est beaucoup plus facile d'inciter les gens, parce qu'après, il faut que chaque copropriétaire, mais je ne vais pas prendre la parole à Sophie, il faut que chaque copropriétaire, après, se dise, bah voilà, moi j'emprunte, et quel montant j'emprunte, etc. Donc, il faut qu'il soit motivé. Ça va être un exactement. enfer, sinon. Exactement. Donc, en fait, on ne peut pas voter ces travaux par la force. Non. On ne peut pas forcer les choses. C'est pour ça que j'ai parlé de motivation, d'engagement, de conviction à réaliser ces travaux. Pour que, bien sûr, bon, on comprenne, il y a une prise de conscience de l'intérêt par la suite aussi du bénéfice de ces travaux pour tout le monde. Mais il y a un réel besoin d'accompagnement de chacun. Voilà, dans sa situation, dans son besoin de financement. Donc c'est vraiment, le sujet que l'on va aborder dès maintenant, hein, si vous le voulez bien. Donc, je regarde un petit peu les autres questions plus générales. Oui, on a parlé donc justement d'accompagnement et d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est quelque part un intermédiaire et un métier qui est venu s'ajouter dans le parcours des travaux et qui arrive en amont. Hein. Mais pour certains copropriétaires, il y a un questionnement par rapport à la réelle utilité de ce professionnel et du surcoût qui vient ajouter au montant des travaux. Alors, est-ce que par rapport à ça, vous avez peut-être quelque chose à, à dire pour rassurer les copropriétaires? Je ne veux pas monopoliser la parole. Hein. Oui, ben, je ne sais pas. Qui veut, personne ne veut répondre à Bah, je ma peux me question. lancer, hein. Bah, Je peux Sébastien, me il faut bien lancer. répondre à la question parce que les copropriétaires se la Ah posent. Alors, bah, aucun problème. De toute façon, je suis là pour répondre à toutes les questions, même celles qui fâchent. Hein, faut pas hésiter. Hein, on est là pour ça aussi. Hein. on est là Euh, pour tout dire. et mais en gros, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, en tout cas, le dispositif ImprimeRénov' copropriété, il aboutit pas de rien. En fait, il aboutit de l'expérience de l'ANA sur les copropriétés en difficulté. Où là, on a des grosses difficultés au niveau copropriété qui sont bâties, de gestion sociale, notamment fort, et que cette AMO, cette assistance à maîtrise d'ouvrage, me paraissait vraiment essentielle pour vraiment redresser les copropriétés. Ensuite, il y a eu le dispositif qui a été lancé en 2017, beaucoup moins connu, qui était Habiter mieux copropriété, qui est un peu, on va dire, la préhistoire de MaPrimeRénov', en tout cas son ancêtre, qui est venu derrière. Et on a bien vu, parce qu'au début, on était entre ouverture AMO ou sans AMO, et on voyait bien que quand il y avait une AMO, le vote en Assemblée générale, en tout cas les dossiers qui à la fin aboutissaient,
étaient de 90%, alors que ceux qui n'avaient pas d'AMO ont tourné autour de 20% qui aboutissaient. Parce que, en fait, quand vous n'avez pas d'AMO, c'est-à-dire c'est une surcharge, mine de rien, pour le syndic d'accompagnement technique, que le syndic sait très bien faire, hein, accompagnement technique, accompagnement administratif, mais qui a un volet notamment social et humain où il faut être très présent, et notamment de savoir les revenus des occupants, rien de savoir ça, pour savoir si ces occupants peuvent avoir d'autres aides, type caisse des retraites, etc., dans le cadre de projets de rénovation énergétique. En fait, c'est un métier particulier de cet accompagnement. Et de pouvoir rassurer, on va dire, les copropriétaires, ce que je disais tout à l'heure en termes d'arguments, selon chaque situation individuelle qu'il y a derrière, en fait, il y a une réelle nécessité en fait, d'accompagnement. Et en fait, ça soulage, mine de rien, le travail du syndic. C'est le tiers de confiance à destination des copropriétaires en assemblée générale, parce que lui, il n'a pas, je caricature, un taux comme le peut avoir le maîtrise d'œuvre sur les travaux. En fait, il est payé au forfait, donc sur cet accompagnement. Et bien entendu, cette AMO, elle est financée par l'ANA, hein, donc à 30% du montant de cette AMO. Et même, comme les collectivités peuvent y contribuer, certaines collectivités aussi financent cette assistance à maîtrise d'ouvrage en sus de l'ANA. Et comme il y a une question qui dit est-ce qu'il existe plusieurs types d'AMO? Oui, et il existe plusieurs types d'AMO. Au niveau de l'ANA, en tout cas, pour que ça rentre dans nos critères ANA, c'est un accompagnement technique. J'accompagne la copropriété sur vraiment le meilleur projet qu'on peut faire au regard du plan de financement que peut adapter la copropriété, ce sont les besoins et les moyens de chacun. Le deuxième, c'est l'accompagnement antisocial pour aller chercher d'autres aides individuelles, d'autres partenaires, collectivités locales, caisses des retraites, Action Logement, et ils sont très nombreux en fait à faire ce type d'aide. Et le troisième, c'est l'accompagnement, on va dire, administratif, c'est déposer le dossier de subvention auprès de l'ANA, demander les acomptes, les soldes de subvention pour que tout se passe bien sur toute la chaîne. Une véritable assistance à maîtrise d'ouvrage. Merci Sébastien. Et oui, c'est ça. Donc, en fait, bon, il y a quand même beaucoup d'aspects là-dedans, cet accompagnement, hein. Donc, on voit qu'il y a bien sûr les démarches administratives qui peuvent être… Bon, j'espère qu'elles sont facilitées quand même, ces démarches administratives maintenant. On est un service public. C'est jamais simple, simple, simple. Donc, oui, effectivement. Bon, on nous commente là-dessus. Mais c'est vrai que ça reste toujours un petit peu long et laborieux. Juste, Isabelle, oui, bien sûr. juste pour compléter sur les études, puisque tu disais, et c'est une remarque qu'on a souvent, les études, ça coûte cher. Alors que ça coûte cher, je ne sais pas, ça a un certain coût, mais si vous voulez, quand on fait un projet de rénovation énergétique, c'est des projets qu'on mène tous les 20, tous les 25 ans. Et il ne faut pas faire d'économies sur la maîtrise d'œuvre, sur l'accompagnement à l'assistance de maîtrise d'ouvrage, comme vient de l'expliquer Sébastien, d'avoir un bon architecte, d'avoir un ingénieur thermicien qui va faire les calculs thermiques, d'avoir un ingénieur financier qui va élaborer des plans de financement pour chaque copropriétaire pour que le moment venu, chaque copropriétaire sache exactement à quoi il s'engage, compte tenu des aides de l'ANA, compte tenu du prêt à taux zéro que délivre notamment Demofinance. Ça, c'est fondamental parce que si on ne fait pas ça, évidemment, les copropriétaires ne votent pas les travaux. Si vous leur dites ça coûte 20 000 € et puis débrouillez-vous pour le financement, évidemment, ça fait peur aux gens, donc ils ne vont pas voter. Donc, il faut vraiment avoir une équipe pluridisciplinaire, très professionnelle. Et ça a forcément un coût. Hein, quand on mobilise pendant 1 an et demi d'études de 4 personnes, forcément, c'est un coût. Mais rapporté aux enjeux de travaux qu'on réalise encore une fois tous les 20 ans, c'est rien. C'est quelques centaines d'euros par logement, ou un peu plus en fonction de la taille de la copropriété, mais au regard de millions de travaux qu'on met en œuvre tous les 20 ans. Donc, il ne faut pas faire ces économies-là, parce que nous, on a souvent des copropriétés qui viennent nous voir en disant on a un architecte, mais il a travaillé tout seul, donc comme il n'y avait pas de calcul thermique, on n'a pas pu mobiliser les aides. Ou l'architecte, il n'a pas étudié le volet énergétique parce qu'il a dit que c'était trop compliqué. Il y a encore des architectes qui disent ça, hein. Et ils viennent nous voir en disant est-ce que vous pouvez rattraper les choses en intervenant, vous, Île-de-France Énergie, en apportant un package de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on le fait quand les études ne sont pas trop avancées, quand elles sont sérieuses. Mais vraiment, travaillez avec qui vous souhaitez, mais il y a les ALEC, les agences locales de l'énergie du climat, France Rénov', qui mettent en ligne des cahiers des charges de maîtrise d'œuvre, parce que pour pouvoir comparer ce qui est comparable, il faut un cahier des charges. Et il y a des cahiers des charges qu'on trouve en ligne, hein, que les copropriétaires et les syndics peuvent trouver facilement. Et sur la base de ce cahier des charges qui est très, très professionnel, vous consultez des maîtres d'œuvre, ce qui vous permet de comparer des choses comparables, plutôt que de faire venir un architecte ou un acteur comme Île-de-France Énergie ou une autre société de tiers financement en France.
qui elle aura un accompagnement beaucoup plus complet et forcément les copropriétaires vont choisir le moins cher, mais on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc ne faites pas d'économie de maîtrise sur la maîtrise d'œuvre ou sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que sinon vous allez, excusez-moi du terme, planter votre projet. Bon, et ben au moins ça c'est dit. Si je peux rajouter effectivement quelque chose, tout à l'heure j'ai dit en préambule que les projets étaient longs, effectivement, mais ils sont longs, c'est pas du temps perdu, c'est de la préparation. Effectivement, quand on passe au vote et que chaque copropriétaire va savoir exactement le montant de sa quote-part, le montant des aides, comment on va faire pour prendre le financement, à quoi il a droit et comment on va inscrire le projet dans le temps, et ben c'est un gage de réussite en fait, parce que tous les intervenants sont spécialisés dans leur petite niche, AMO, le syndic, le conseil syndical qui va aller prêcher la bonne parole. Et après, nous, on le voit au niveau des projets. Effectivement, ceux qui arrivent avec toutes ces pièces du Pulse qui sont mises bout à bout, on a des projets qui sont vraiment où les copropriétaires adhèrent. Effectivement, ils votent massivement parce qu'ils savent, ils sont rassurés en fait au moment du vote qu'ils vont être accompagnés de A à Z. Alors, Sophie, là, on commence à avoir des questions très précises, hein. Donc, est-ce que Domo Finance intervient sur tout le territoire français ou seulement en région parisienne? Pas du tout. Alors moi, je représente, comme j'ai dit tout à l'heure, la région parisienne, la Haute-Normandie et le Nord, les Hauts-de-France. Nous avons en fait découpé la France en 4 régions et nous intervenons partout. Partout, il y a des immeubles à rénover. Et là, aujourd'hui, on parle de rénovation énergétique, mais on peut financer aussi des petites rénovations sur chaque immeuble. Différemment, évidemment, on ne va pas proposer un éco-PTZ sur une copropriété avec 2-3 lots, ça serait compliqué. Mais je dirais qu'il faut étudier en fait avant l'AG le projet et puis on vous fait une proposition de financement, quelle que soit la région sur laquelle vous travaillez. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a eu pas mal de questions sur des petites copropriétés. Et Oui. les petites copropriétés sont plutôt inquiètes pour leur financement. Oui. Donc, elles se demandent, on se demande si les banques prêtent aussi aux petites copropriétés. Donc, vous, est-ce que vous faites une distinction? Donc, tu as dit les toutes petites, la moins de 10 lots, donc là, c'est difficile. On va étudier le montant de la quote-part de chaque personne. S'ils sont 10 pour financer 300 ou 400 000 euros, bien évidemment, on pourra leur proposer un éco-PTZ. Mais s'ils sont 400 pour des quotes-parts, j'en ai eu là cet hiver de 2-3 000 euros, ça a moins de sens de proposer de l'éco-PTZ parce qu'il y a peu de personnes qui veulent emprunter. Forcément, le montant de la quote-part n'étant pas élevé. Donc, il faut qu'on étudie le projet. Alors, pour moi, j'interviens avant l'Assemblée générale et on m'envoie le cahier des charges, l'audit énergétique, etc. Je suis en mesure de vous dire, voilà, qu'est-ce que je peux vous proposer. D'accord. Donc en général, Sophie, on te demande plutôt un prêt collectif au nom du syndicat des copropriétaires dans un premier temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, alors, ça peut être… nous, on ne fait pas de prêt collectif pour des petites sommes, mais on a une offre qui s'appelle le prêt personnel copropriété où on accompagne toutes les autres copropriétés pour le financement de leurs travaux. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler le montant de financement minimum et la durée? Oui, pour les prêts collectifs, c'est 100 000 euros. Hein. Alors, on n'est pas à 2 000 euros près. Hein. Je veux dire, j'ai une copropriété où j'ai financé 7 lots. On arrive à 98 000 euros. Bien évidemment, on va lui faire son éco-PTZ. 100 000 euros pour un prêt collectif, sachant qu'effectivement, c'est quand même un gros travail de monter un prêt collectif, surtout un éco-prêt. Un prêt à taux zéro. Oui, parce qu'il y a pas mal de documents à réunir et puis c'est un dispositif fiscal, donc on est tenu d'un peu de rigueur. D'accord. Juste peut-être, Isabelle, pour préciser sur le prêt, comment ça fonctionne peut-être? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, parce qu'on parle de prêt collectif, donc ça pourrait faire peur aux copropriétaires ici présents. En fait, c'est un prêt collectif à adhésion individuelle. Il n'y a qu'une fois que les travaux sont votés avec le principe du prêt collectif,
la banque, Domo Finance, par exemple, ou la Caisse d'épargne de France ou Île-de-France Énergie pour les copropriétés qu'elle accompagne, s'adresse à chacun des copropriétaires et demande à chaque copropriétaire s'il souhaite emprunter ou ne pas emprunter et le montant qu'il souhaite emprunter. Donc, c'est très souple. Alors, il y a un minimum parce que, comme vient de le dire Sophie, on ne traite pas des dossiers de petits montants. Donc, chez Île-de-France Énergie, c'est 1 500 euros. Je pense que les banques, c'est à peu près la même Oui, chose. c'est pareil. Voilà, Pareil. par copropriétaire. Donc, à partir de 1 500 euros, sans limite, enfin, dans la limite de la quote-part, aide déduite, les aides de Sébastien de l'ANA déduites, on prête et chaque copropriétaire a le choix donc d'emprunter, de ne pas emprunter du montant dans la limite de sa quote-part à partir de 1 500 euros. Donc, c'est extrêmement souple. C'est un prêt collectif, mais il n'y a pas de solidarité entre les emprunteurs. C'est-à-dire qu'il y a une caution qui est obligatoire pour qu'en cas de défaillance d'un copropriétaire, ce ne soit pas le voisin de palier ou la copropriété qui vienne en garantie. Il n'y a pas de limite d'âge non plus. Et voilà, ce qui est très important, ça. Ouais, Hein, c'est qu'en dessous, alors ça dépend des banques, de 23 000 euros empruntés, on est souvent en dessous de 23 000 euros compte tenu des aides de l'ANA qui sont importantes et des certificats d'économie d'énergie. En dessous de 23 000 euros empruntés, il n'y a pas de condition d'âge, pas de condition de ressources, pas de condition d'emploi, on peut prêter à tout le monde et on comprend bien pourquoi. Si on ne pouvait pas prêter aux gens âgés, si on ne pouvait pas prêter aux chômeurs, même si c'est que 5% de la copropriété, moi, copropriétaire, je serais embêté de voter un projet de rénovation énergétique alors que ma voisine de palier, qui est super sympa, qui a 90 ans, elle ne pourrait pas emprunter. Bah, si la voisine de palier a 90 ans, elle va pouvoir emprunter sur 20 ans. Il est probable qu'elle décède avant, ça rentrera dans sa succession. Et puis, pour compléter également, puisqu'on parle d'éco-PTZ, c'est un peu un jargon, l'éco-prêt à taux zéro finance tous les travaux qui permettent d'économiser de l'énergie, ce qu'on appelle les travaux d'efficacité énergétique. Ça représente entre 70 à 80% du montant des travaux, donc financés après à taux zéro, et un prêt complémentaire pour tout ce qui est travaux qui sont à côté des travaux d'efficacité énergétique. Et là, c'est un prêt de marché. Bon, en ce moment, les taux sont en hausse constante. Donc, c'est un peu compliqué, mais l'essentiel, et la grosse majorité, c'est 80% ou 70% à taux zéro, plus la caution. Donc, on est un peu plus de zéro. Mais sur 20 ans, c'est vraiment ridicule. Et ça permet d'avoir un reste à charge et un taux d'effort par copropriétaire qui est vraiment étalé sur une période très longue. Et donc, c'est moins douloureux mensuellement en termes de remboursement. Et les banques font également le préfinancement des aides, puisque les aides de l'ANA sont versées après les travaux. Or, les copropriétés en ont besoin pour financer les travaux, pour payer les entreprises. Donc, les banques font aussi un préfinancement. Alors, ce n'est pas sur 20 ans, c'est une période plus courte qui permet de faire l'avance des aides à la place de la copropriété. Et quand Sébastien verse à la copropriété les aides MaPrimeRénov', la copropriété rembourse ce prêt d'avance d'aide. Oui, exactement. Donc, Sophie, elle reviendra sur certains aspects aussi du financement. On a des particularités, effectivement, oui. sur. Bon, c'est tout à fait ça. Hein, c'est vous votez le principe des travaux, vous votez les frais, vous votez le principe des prêts. Ça vous donne simplement l'opportunité de pouvoir adhérer ou pas. Exactement. Après, on va faire passer à chaque copropriétaire un questionnaire. C'est pas parce qu'il a voté contre les travaux qu'il ne peut pas emprunter et vice-versa. Donc, il a le choix d'emprunter. Après, nous, on ne fonctionne pas avec le tiers financement. Du coup, on est en mesure de financer 100% de l'enveloppe de ce qui a été voté, y compris les subventions, puisque celles-ci ne sont généralement pas avancées. Hein. Parfois, il y a des avances, donc on les déduit. Mais quand il n'y en a pas, nous, on finance 100% de l'enveloppe votée. Et au moment où ce sera remboursé, les subventions, il y a un remboursement qui peut se faire, notamment sur le prêt complémentaire qui aujourd'hui est un prêt un peu plus coûteux que l'éco-prêt à taux zéro. Alors justement, Sébastien, parce que là, ils n'en peuvent plus, là, ils sont tous là, mais les aides de l'ANA, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les conditions, etc. Alors bon, donc je vais m'y atteler. L'ANA finance le syndicat des copropriétaires. Donc, c'est une aide collective à l'ensemble des copropriétaires et donc les subventions au titre des quotes-parts de chacun. Il y a 3 conditions pour obtenir MaPrimeRénov' copropriété. 1, d'avoir au moins 75% des lots en nombre ou en tantième dédiés à l'habitation. Ça, c'est important. Si en fait vous ne respectez pas ces 75%, ça devient des dossiers individuels, ce sont les conditions de ressources.
Donc, pour avoir ma prime en copropriété, c'est au moins 75% de lot, d'être immatriculé au registre national des copropriétés, immatriculé et à jour, cher syndic. Certains dossiers sont bloqués parce qu'ils n'ont pas mis à jour sur le registre national des copropriétés. Donc ça, c'est très, très important, hein. Donc si on n'est pas à jour au niveau de son dossier d'immatriculation, on ne peut pas contracter on ne peut pas être éligible aux aides. Toute aide publique ne peut pas être mobilisée Voilà. si la copropriété n'est pas immatriculée. Et la troisième, comme je vous le disais en préalable, on est sur une démarche de rénovation globale. Donc, il faut au moins obtenir un gain énergétique de 35% théorique avant, après. Si ces trois conditions sont remplies, donc c'est une aide collective, comme je disais, de 25% du montant des travaux, plus certaines primes. Donc, une prime dite BBC si on atteint après travaux l'étiquette A ou B de 500 € par logement. Une prime sortie de passoire énergétique si on sort des étiquettes F et G après travaux de 500 € par logement. Une prime à destination des propriétaires occupants modestes et très modestes, selon les conditions de ressources, donc qui va de 750 à 1500 € selon les conditions de ressources des propriétaires occupants. Et enfin, une prime dite copropriété fragile, quand le taux d'impayé de la copropriété dépasse 8% du budget annuel. On la considère comme fragile, donc il y a une prime en plus de 3 000 € par logement, ou si la copropriété est en quartier projet urbain, c'est-à-dire en NPNRU, en rénovation urbaine. Donc, c'est souvent les quartiers en périphérie des villes ou parfois en centre ancien dégradés. Et donc, D'accord. ça, c'est l'ensemble de ces aides-là. Ce sont que les aides de l'ANA. Il peut y avoir des aides en plus des collectivités locales, et comme je disais tout à l'heure, caisse des retraites, Action Logement, qui peuvent aussi accompagner derrière. Et comme je vous disais, on finance aussi l'AMO, qui elle est financée à 30% au niveau de l'ANA, avec un plafond de logement par logement en termes de subvention de 180 € par logement. D'accord. Donc là, il y a quand même, il y a quand même une vraie volonté de soutien et de subvention de ces travaux. Donc on est toujours sur une aide collective et par ailleurs, il peut y avoir des aides personnelles. Alors, au niveau de l'ANA, on est maintenant sur que de l'aide collective. Les D'accord. aides personnelles sont plutôt collectivités locales, caisse des retraites, Action Logement. On regarde les situations individuelles. En tout cas, au niveau de l'ANA, pour pouvoir simplifier le vote en Assemblée générale, parce qu'avant, on faisait du dossier individuel exclusivement, et on voyait bien, ça ne permettait pas de faire l'esprit collectif de l'Assemblée générale, parce qu'à chaque fois, Mhm, chacun se regardait, moi, j'ai pas d'aide, moi, j'ai une aide, mhm. etc. Donc, c'est pour ça qu'à l'ANA, on a basculé dans une aide collective grâce à France Relance. Hein. C'est France Relance qui nous a permis de pouvoir créer ce dispositif et qui permet vraiment de faire un déclic parce qu'il y a une certaine solidarité qui se met en place. L'aide est la même pour tout le monde. En tout cas, de l'aide socle, qui est l'État, donc via l'ANA et ma prime rénov copropriété. Alors, la démarche pour obtenir cette aide, est-ce que c'est le syndic de copropriété qui doit remplir un dossier? Qui impulse ça alors? Qui est à l'origine Alors, de la demande? le syndic respecte les votes en Assemblée générale, qui est sa base. Donc, s'il est missionné dans le cadre de l'Assemblée générale, c'est lui qui va monter le dossier en lien avec son AMO. C'est l'AMO qui plus souvent constitue le Ah, dossier, mais d'accord. c'est lui qui appuie sur le bouton ou qui signe la demande de subvention, parce que ça reste quand même lui la maîtrise d'ouvrage déléguée, le représentant des Mhm. syndicats des copropriétaires, donc c'est lui qui signe, bien entendu, l'ensemble des documents. Mais c'est l'AMO, en fait, qui monte le dossier, qui fait l'enquête sociale auprès des copropriétaires pour voir s'il peut y avoir d'autres aides qu'il peut y avoir derrière, mais c'est le syndic qui valide la demande de dossier de subvention et qui reçoit via le compte travaux de la copropriété les subventions de l'ANA ou le prêt qui a été monté par exemple par Domofinance. Alors, parce que moi, je sais que les syndics qui sont adhérents à certains syndicats suivent des formations sur la rénovation énergétique, hein. Donc, d'ailleurs, il y a eu plusieurs mouvements aussi financés pour que ça aille un peu plus vite. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce que les syndics donc ont le mode d'emploi et ne freinent pas trop ou ont peur d'avoir un peu trop de travail par rapport à ça? Comment ça se passe sur le terrain? Je dirais pas, je commence et je pense que Christophe après le dira parce qu'il y a le programme Récif, je pense qu'il mériterait d'avoir quelques mots. Voilà, donc le programme Mais, Récif, ouais, ben voilà, donc ça c'est je vais me permettre juste Île-de-France est avant impliquée dans le programme Récif, tout à fait. à faire un peu de teasing. Mais en gros, on voit bien que les syndics, via les différents dispositifs C2E qu'avait lancé le ministère de l'écologie avec Mm. Récif,
la copro des possibles C'est ça. et les copros vertes de la Copro part verte de aussi, oui. FNAIM, Ouais. qui a un engouement qui s'est mis en place. Et en fait, ça a fait un tilt, notamment vers les syndics et gestionnaires, du besoin de se former en rénovation énergétique et aussi d'accompagner les copropriétaires dans leur programme. Ça, c'est en cas général, on voit une sorte de distorsion entre des syndics qui sont avenants, et notamment le gestionnaire qui est avenant, qui parle de ces sujets-là et qui a envie d'y aller, et le gestionnaire qui n'est pas encore entré dans ce moule et qui a besoin encore d'être formé. Donc, je pense que tous ces programmes de formation nécessitent, en long cours, de la part des fédérations de syndics, FNAIM, UDIS, etc., de continuer ces formations au fil du temps, parce que je pense que vous le savez tous, le métier de gestionnaire, c'est un métier compliqué et que beaucoup de gestionnaires changent de métier, etc. Et donc, il y a toujours besoin de cette formation continue, initiale et continue, sur la rénovation énergétique et cette transition écologique nécessaire en copropriété. Et je laisse la parole peut-être à Christophe maintenant. Oui, Christophe, un petit mot sur ces programmes qui sont vraiment dédiés aux syndics de copropriété. Ouais, c'est un programme national qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, et M. Sébastien l'a très bien dit, hein, et donc qui a pour objet de former, de mobiliser même les collectivités territoriales, hein, tous les acteurs qui ont des enjeux de rénovation énergétique sur leur territoire, et les syndics, les entreprises de travaux. Les syndics sont de plus en plus mobilisés sur la rénovation énergétique. Ils ont compris que pour eux, c'était un enjeu majeur et que ça va apporter une plus-value. Il y a aujourd'hui des acteurs de gestion de copropriété qui ne sont pas forcément des syndics, je ne les citerai pas, hein, mais qui ont fait des publicités un peu agressives, notamment, qui pratiquent des honoraires très très bas. Et les syndics se sont dit, si nous, on n'apporte pas une vraie plus-value, notamment en matière de rénovation énergétique, on va perdre des clients. Donc, les gros syndics comme Nexity, comme Foncia, forment massivement leurs gestionnaires à la rénovation énergétique. Et puis, les copropriétaires qui sont ce soir avec nous, eux-mêmes incitent leurs syndics en disant, nous, on veut faire de la rénovation énergétique en copropriété. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre d'alignement des planètes entre la volonté des conseils syndicaux, des copropriétaires, les aides de l'ANA, des projets qui de toute façon doivent être mis en œuvre en termes d'entretien, comme je disais tout à l'heure sur les copropriétés. Forcément, à un moment donné, le syndic se dit rénovation énergétique, il va falloir y aller. Voilà. Et donc, nous, avec Récif, qui s'appelle Rénovo Collectif, on a un programme massif avec la FNAIM et puis d'autres acteurs de formation des syndics, parce que, Sébastien en a un peu parlé, les gestionnaires ont une obligation de se former régulièrement. Et donc, la formation à la rénovation énergétique rentre dans cette formation obligatoire. Et juste, je digresse parce qu'il y a une question de Christian. Alors, je l'appelle Christian parce que je ne vois pas son nom de famille derrière, qui demandait si 35%. Christian Barbier qui participe à pratiquement tous nos Ah bah ateliers. voilà, Bienvenue, et bienvenue parmi nous, qui posait Christian. la question avec 3 petits points, 4 petits points ou 5 petits points, 35% par bâtiment. Oui, quand il y a une copropriété avec plusieurs bâtiments qui peuvent être différents, il faut atteindre 35% d'économie d'énergie après travaux par bâtiment. Ça, on les atteint assez facilement à partir du moment où on fait un bouquet de travaux, c'est-à-dire isolation des façades, toiture terrasse, les planchers bas, remplacement des menus extérieurs, plus la chaudière, on y arrive sans problème. Chez Île-de-France Énergie, on est à près de 50% d'économie d'énergie après travaux sur l'ensemble de la centaine de copropriétés qu'on a rénovées. Donc, l'atteinte des 35%, quand on fait un bouquet de travaux, est assez simple. Voilà. Alors, on a eu… Oui, vas-y, Sébastien. Ouais, en moyenne, en tout cas dans les dossiers copropriétés qui nous arrivent, c'est 47% de gain énergétique. C'est une moyenne. Par contre, il faut faire attention quand même à ces statistiques, et notamment pour les immeubles de centres anciens et protégés par les secteurs architectes des bâtiments de France. Donc, on peut penser à Paris, au Haussmannien, on peut penser à Rennes, au Pont-de-Bois, où il peut être compliqué d'avoir ce gain de 35%. Donc, ça peut paraître simple comme ça, mais mine de rien, l'accompagnement, notamment par une maîtrise d'œuvre et par une AMO, est quand même nécessaire, parce qu'il y a certains immeubles où c'est vraiment compliqué, notamment vraiment en centre-ville, où il y a l'enjeu du droit voisin, parce que j'ai besoin d'isoler mon pignon à côté, donc il y a le droit voisin auprès du propriétaire d'à côté pour pouvoir passer, faire ce ravalement thermique de ce pignon. Donc il y a tout un enjeu quand même de centre ancien, où il faut une véritable ingénierie à la fois d'accompagnement et technique, donc des architectes bien formés sur ce sujet-là de la rénovation en centre ancien. Alors justement, nous, on finance des immeubles qui n'ont pas forcément 35% d'économie d'énergie. Alors voilà, on ne les écarte pas, il ne faut pas les oublier. Déjà, il y a des copropriétés qui se sont rénovées au fur et à mesure.
Donc, elles font, il y a 5 ans, la terrasse toiture, elles font l'équilibrage de la chaudière, etc. Et finalement, le dernier gros morceau à faire, ça peut être, par exemple, l'ITE. Et elles n'atteignent pas donc 35% d'économie d'énergie. Ben, sachez que juste pour un lot, ou voire pour deux, même s'il n'y a pas 35% d'économie d'énergie et que du coup, il n'y aura pas énormément de subventions pour les immeubles, nous, on est en capacité de financer ces dossiers en éco-prêt à taux zéro. Alors, il faut faire une remarque, les financements lots individuels n'ont pas non plus disparu. C'est-à-dire, voilà. Les financements Réno Global sont super parce que ça met un vrai coup de booster. Ah oui. Mais pour ceux qui n'arrivent pas aux 35%, si on cumule les financements C2E, Prime Rénov sur les monolots, on arrive quand même à un taux de financement, plus les prêts type d'homofinance, on arrive quand même aussi à faire des jolies opérations, quoi. Exactement. Donc, moi, j'en récupère des dossiers comme ça assez régulièrement. Voilà, on a les deux, bien sûr, mais ceux-là, on ne les écarte pas et on leur propose, si la quote-part, le montant de la quote-part est suffisante et que, voilà, il y a quelquefois une centaine de lots, c'est tout à fait possible de les financer par les deux prêts collectifs que nous proposons. Alors, on a une autre question aussi, puisqu'on a parlé de copropriété en résidence, en résidence principale ou habiter en grande partie pour occuper en grande partie en résidence principale. On a quand même des copropriétaires qui s'inquiètent parce qu'ils ont ils sont copropriétaires dans des résidences au sport d'hiver, à la mer, dans les stations balnéaires, etc., où là, on a une occupation de 45% à peu près annuelle. Et donc, ils voudraient savoir s'ils peuvent obtenir un financement et des aides dans ce cas-là. C'est une bonne question. Ah, encore. La seule aide possible, en tout cas actuellement, c'est les certificats d'économie d'énergie. Seuls les C2E peuvent financer, on va dire, les travaux de rénovation énergétique des résidences secondaires. On va les appeler comme ça, je vais caricaturer, j'en suis navré. Mais en tout cas, l'ANA est sur vraiment de l'habitation principale. Donc, ma prime rénov ne peut pas être mise en place dans ces cas-là, mais c'est un véritable sujet, et notamment pour la côte méditerranéenne et le sud de la côte atlantique et la zone montagne, je pense que ce soit Pyrénées ou Alpes, où ça devient un véritable sujet, et ça sera des choses, je pense, qui dans l'avenir doivent être travaillées dans l'administratif, au niveau fonction publique, au niveau ministère. Excusez-moi si je caricature, parce que c'est un réel besoin, et surtout qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, notamment dans les zones côtières où les résidences secondaires sont en train de se transformer en résidences principales. Et c'est de quelle manière, en fait, on accompagne. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui habitent, il y en a qui habitent toute l'année aussi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, à la base, c'était que des résidences secondaires, mais du fait du cheminement de vie, de la transition démographique, je quitte Paris, Lille, pour vivre dans ma résidence secondaire à Agde, je caricature, je suis vraiment navré. C'est de quelle manière on accompagne en fait ces résidences qui étaient normalement à la base que secondaires, qui se transforment en résidence principale, et donc il y a un besoin d'un accompagnement pour ces copropriétés de basculer dans une rénovation énergétique aussi pleine et entière. Oui, surtout que sur les côtes, il y a quand même, il y a quand même du vent, il y a quand même du sel, il y a quand même plein de choses. À la montagne, c'est pareil, il y a quand même les intempéries, le froid. Donc, c'est en plus des régions qui ont besoin d'entretien tout particulier, quoi, du bâti. Donc bon, affaire à suivre. Affaire à suivre, et j'espère qu'on sera soutenu et que ces copropriétaires seront soutenus dans leur démarche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ah oui, alors bon, on nous parle du plan pluriannuel de travaux. Et on nous dit, mais la rénovation énergétique, elle peut pas être financée par ce plan de financement, ce plan pluriannuel. Est-ce que normalement, c'est pas fait pour ça? Alors pourquoi on aurait besoin d'un financement en plus? Alors, le plan pluriannuel de travaux va devenir, on va dire, une pierre essentielle des copropriétés dans les années à venir, sauf que son obligation arrive, on va dire, pour les plus de 200 lots, je crois que c'est l'année prochaine, etc., etc. Donc, c'est un sujet encore, en tout cas pour les copropriétés
pour l'ANA, hein, je parle pour l'ANA, qui se lancent dans leur programme de rénovation énergétique, en fait, ça viendra après. Elles sont déjà dans leur projet, elles ont fait leur audit, leur diagnostic, et en fait, elles sont prêtes à lancer leurs travaux de rénovation énergétique. Donc, en fait, le sujet d'inclure les travaux de rénovation énergétique dans le PPT, actuellement, il ne se pose pas parce que l'obligation arrive. Ça va se poser, par contre, dans les mois qui viennent, notamment pour les très grandes copropriétés de plus de 200 lots, si mes souvenirs sont bons, et j'espère que je ne me trompe pas, parce que sinon, pour l'ANA, ça le ferait mal devant tout le monde. Mais en tout cas, c'est un sujet qui va venir après coup. Et il est clair que ce programme pluriannuel de travaux va être de plus en plus important, parce qu'il va être sur une échelle de 10 ans. De quelle manière, en fait, j'inclus ma transition écologique de mon immeuble, tout en respectant, pour les propriétaires bailleurs, de sortir des étiquettes énergétiques G, parce que G arrive très vite. Et donc, c'est pour ça que les calendriers, des fois, ne se mêlent pas trop, et qu'aujourd'hui, les propriétés ne pensent pas à PPT, mais ça viendra dans les mois qui viennent, à mon sens. Alors, j'ai les dates, Sébastien. Ah, ça y est. Faites que je ne me sois pas trompé. Alors, je ne sais plus ce que vous avez dit, mais au-dessus de 200 lots, c'est le 1er janvier 2023. Bon, c'est ce que j'ai dit. Super. Entre 50 et 200, c'est le 1er janvier 2024. Et inférieur à 50 lots, c'est le 1er janvier 2025. Je voudrais juste préciser que quand vous faites appel à un maître d'œuvre pour faire de la rénovation énergétique, nous, c'est ce qu'on fait chez Île-de-France Énergie, on étudie tous les travaux nécessaires souhaités par les copropriétés. Par exemple, quelquefois, on a les copropriétaires qui se disent, voilà, on aimerait bien mettre de l'interphonie, de la visiophonie, on aimerait bien en profiter pour mettre un coup de peinture dans les parties communes. Ça n'a rien à voir avec de la rénovation énergétique. Mais à partir du moment où vous avez un architecte, il faut en profiter et embarquer dans votre projet, si vous le souhaitez. Après, ça peut être des options que les copropriétaires votent en parallèle de la rénovation énergétique ou pas. Ça, c'est le remplacement des portes palières, le remplacement des portes de hall, par exemple. Tout ça, ça peut être étudié. L'avantage, c'est que ça vous permet de mettre ça aussi dans le prêt. Alors, pas le prêt forcément d'efficacité énergétique, parce que quand on met un coup de peinture dans les parties communes, évidemment, vous économisez pas de l'énergie. Mais dans le prêt complémentaire, vous pouvez mettre ces travaux de peinture, ce que vous ne feriez pas, évidemment, si vous faisiez ces travaux de peinture séparément. Vous n'allez pas emprunter sur 20 ans pour des travaux de peinture. Tout ça pour dire que quand votre maître d'œuvre étudie votre projet de rénovation énergétique, il étudie les autres travaux, par exemple la sécurité incendie, ce genre de choses, et ça vaut PPT. C'est-à-dire que nous, on intègre dans notre réflexion, dans nos études, la dimension plan pluriannuel de travaux pour que vous ayez une vision sur les travaux nécessaires sur votre copropriété avec un ordre de priorité. D'accord. Alors, dans les choses aussi qu'on nous demande, c'est le déploiement du nouvel éco-PTZ qui est destiné à financer le reste à charge d'une rénovation énergétique. Alors, est-ce que vous avez je crois que ça a été annoncé, mais est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? C'est pareil, tout ça, c'est à l'étude. En plus, c'est tout nouveau. Donc, d'accord. Voilà. Et ça permet juste. Ça sera peut-être l'occasion d'un prochain atelier, d'ailleurs. Ouais, juste, affaire à suivre. Si tu permets, excuse-moi. Oui. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question en disant mon syndic me dit qu'il faut attendre 2023 parce qu'il va y avoir des changements. Ah, je n'ai pas vu cette question, mais très bien. Oui, je l'ai vu passer tout à l'heure, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. En fait, le syndic a dit ça pourquoi? Parce que MaPrimeRénov' s'arrêtait, puisque comme l'a dit Sébastien, c'était dans le cadre de France Relance lié à la crise sanitaire. MaPrimeRénov' s'arrêtait fin 2022. Le ministre du Logement, et Sébastien va confirmer, a dit que de toute façon, c'était pérenne et que MaPrimeRénov' allait être poursuivi dans le futur. De toute façon, moi, ce que je dis toujours aux copropriétés que je rencontre beaucoup, c'est à partir du moment où vous avez un besoin de travaux, compte tenu de la durée des études, sur plusieurs mois, 18 mois en moyenne, quand on ne passe pas par l'audit, quand on est directement en phase d'études, c'est suffisamment long pour que vous avez besoin de travaux, engagez les études, et le moment venu, vous verrez, en fonction des aides, en fonction de leur montant, en fonction de leurs caractéristiques, ce que vous engagez comme travaux, parce qu'un maître d'œuvre étudie toujours plusieurs scénarios de travaux, et vous mobiliserez avec vos copropriétaires le scénario de travaux qui vous paraît le plus intéressant, compte tenu des pathologies de votre copropriété, donc c'est besoin de travaux, et compte tenu également des aides au moment où vous allez voter. Mais les copropriétés qui attendent toujours le grand soir des aides en disant « Ah, mais peut-être qu'il y aura des aides plus importantes, etc. », ça ne marche pas. Sous le contrôle de Sébastien, il y a quelques années, il y avait des aides individuelles qui étaient beaucoup plus importantes que les aides collectives. Les aides aujourd'hui, MaPrimeRénov' favorisent plus
le projet collectif, ce qui est également intéressant, et moins les copropriétaires dits modestes ou très modestes. Donc, de toute façon, ça change assez régulièrement. Là, à MaPrimeRénov', on est sur quelque chose de pérenne. Donc, lancez vos études et puis, le moment venu, en fonction des règles de l'art, vous verrez ce que vous faites en termes de travaux. Mais n'attendez pas. Oui, c'est vrai que nous, bon, bah, quand on a des retours des copropriétaires à ce propos, c'est que bah, le reproche qu'on peut faire aux aides, c'est de ne pas savoir justement leur durée. Leur durée de validité et que bah, vu le temps long de décision en copropriété, les projets qui mettent des fois plusieurs années à sortir. Donc, on s'est basé au départ sur un budget avec certaines aides, et puis il s'avère que, ben, entre-temps, elles ont disparu, ou elles sont amoindries, elles ne couvrent plus les mêmes types de travaux, etc. Donc, effectivement, ça pose un vrai problème de savoir sur quoi on peut compter au final. Alors, Eh ben, vous avez entièrement raison. C'est bah, une oui, des oui, c'est difficultés de l'administration publique de pouvoir avoir quelque chose de cohérent dans le fil du temps pour pouvoir en fait accompagner vraiment les propriétaires et copropriétaires, parce que je mets tout le monde, on va dire, dans le même sac, hein, tout propriétaire en tout cas qui veut une aide derrière. Je confirme ce qu'a dit Christophe, MPR Copropriété va continuer l'année prochaine et qui sera délibéré au conseil d'administration de l'ANA le 7 décembre prochain, notamment, pour pouvoir avoir cette prolongation qui, je l'espère, sera à plus long terme. Parce que vous l'avez très bien dit, en copropriété, rien que de phaser, on va dire, d'initier le projet, de prendre l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de prendre la maîtrise d'œuvre, que le temps de la maîtrise d'œuvre fasse son APD, son appel d'offres, si je dois caricaturer, derrière, et le vote de travaux, c'est en moyenne 3 ans. Enfin, il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment passer la copropriété d'une gestion courante à une gestion projet, surtout quand on veut faire de la rénovation globale. Donc l'objectif, en tout cas que je pousse en tant que technicien, je ne parlerai pas au nom de l'ANA, c'est vraiment d'avoir une vision pluriannuelle de ce qui va être fait en termes d'aide côté ANA de rénovation énergétique afin que les copropriétaires et propriétaires puissent savoir à quoi s'attendre dans les années à venir et de pouvoir s'engager, on va dire, sereinement dans leur programme de travaux. Mais ça, c'est un travail qui est dur parce que le budget de l'État est annuel. Donc, c'est tout le sujet qu'il y a derrière, donc, qui doit être voté tous les ans par le Parlement, donc le respect démocratique. Mais c'est de quelle manière, au moins, on arrive à avoir une ligne directive à la hausse ou à la baisse, mais au moins qu'il y a un cadre qui soit bien fixé pour, en tout cas, les administrés et les usagers. oui, c'est une revendication que fait à peu près tous les acteurs, que font tous les acteurs du logement, hein. Bon, je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et qui permettrait de stabiliser aussi le marché des travaux en copropriété. Corinne, peut-être que tu peux nous Oui, parler aussi un petit peu des C2E, parce que bon, bah, c'est aussi un financement quelque part de certains types de travaux. Et c'est aussi quelque chose qui évolue tous les ans. Donc, ça tombe bien, j'avais levé la main, que je ben voilà, donc redresse. si tu veux bien nous en parler aussi Euh, de ton côté. oui, j'allais intervenir sur justement ce bon sens là, qui est de dire n'attendez pas le grand soir, comme dit Christophe. Hmm. Et je vais dans ce sens-là. À partir du moment où on a fait un audit et qu'on a une idée de là où on peut amener la copropriété, c'est-à-dire est-ce qu'on peut arriver aux 35%, comment y arriver, avec quel lot, etc. Moi, je continue à prêcher sur le bon sens du court terme, de choses qui sont faisables rapidement, avec des financements qui peuvent disparaître dans le temps. Le C2E est encore plus instable que les aides de l'ANA. Je pense qu'on doit avoir les mêmes hein, quand même à l'origine de toutes ces grandes idées très changeantes. Tout ce qui était combles et planchers bas était fortement financé, ça l'est beaucoup moins individuellement. On peut absolument les intégrer dans des rénaux globales. Moi, je prône énormément pour l'isolation des réseaux, les optimisations de chaufferie, parce que quand on audite les chaufferies collectives, 95% des chaufferies collectives sont optimisables avec des travaux assez simples, hein, du désembouage, l'équilibrage de réseau. C'est toutes des choses qui ont l'air de rien, mais qui peuvent faire jusqu'à 30% d'économie, et avec des fiches C2E qui les financent totalement ou fortement. Et quand on sait que toutes ces optimisations n'hypothèquent pas les 35% d'économie, une fois que l'analyse a été faite avec l'isolation par l'extérieur, les changements de fenêtres, l'isolation des toitures ou des toits terrasses,
L'un n'empêche pas l'autre et ça fait partie quasiment du plan de sobriété de l'État d'assez rapidement trouver des économies pour aussi faire du bien au porte-monnaie dès l'année prochaine des copropriétaires. Donc moi, je prêche en faveur de ça et effectivement, le C2E est l'instrument idéal pour activer ce type de démarche qui a un deuxième avantage qui est quand on a du mal à convaincre des copropriétaires, qu'ils ont du mal à se mettre d'accord, quand on commence avec des choses un petit peu plus simples et très bien maîtrisées, ça les met de très bonne humeur pour la suite des programmes. Donc, c'est une façon de se renvoyer la balle intelligemment. Et c'est des choses qui peuvent se faire, que ce soit sur Paris, sur Lyon, sur Sallanches. Nous, on est lyonnais, mais on agit sur toute la France. Et effectivement, il faut avoir vraiment une vision de son projet et ne pas attendre quand on sait qu'on peut faire quelque chose. Parce qu'attendre, c'est des études pour rien qu'il faut refaire. Le principal argent qu'on perd, c'est quand on fait plein d'études et qu'on ne décide rien. Voilà, c'était ma petite touche. Et le C2E complète. La voix de la sagesse, Corinne. Et enfin, les conditions d'obtention d'une prime rénov et d'un C2E sont enfin alignées. Donc donc on a Jean-Michel qui nous demande est-ce que l'aide de l'ANA est cumulable avec les C2E? Voilà. Oui. En revanche, je tiens à dire, Corinne m'en voudra, mais ce n'est pas grave, que, jamais de la vie, Christophe, bien sûr que non. Mais que Sébastien, lui, il va regarder pour l'atteinte des fameux 35% pour ma prime rénov, il va regarder si on atteint 35% avec un bouquet de travaux qui est mis en œuvre dans la même configuration. Donc, ce que dit Corinne, elle a tout à fait raison. Mais il faut faire attention à ce que ça ne mette pas en péril l'atteinte des 35%. Donc, si Corinne, elle peut isoler, etc., sans mettre en péril l'atteinte des 35%, il ne faut pas hésiter parce qu'elle a raison, parce qu'on est sur des projets à long terme et que les économies d'énergie qui sont réalisées tout de suite, c'est des économies d'énergie qui sont réalisées tout de suite. On est complètement d'accord, Christophe, là-dessus. Il ne faut surtout pas faire perdre tous les financements des 35%. Si, quand on fait l'étude, on a besoin de travaux de type calorifugage pour arriver aux 35%, tant pis. Tant pis, on attend les 3 ans. Franchement, on prêche. Non, mais je sais qu'on est d'accord, mais c'est parce que je sais qu'on est d'accord que je me suis permis d'intervenir pour compléter ce que vous disiez. Et juste, il y a une question intéressante que tu permets, Isabelle. Tout à fait. Écoute, moi, j'aime bien quand vous animez la table ronde par vous-même. C'est encore plus simple pour moi. Sur les 35%, il y a une question de Claude qui est une très bonne question. Oui, parce qu'il y a aussi des questions de nos invités qui sont là et il faut leur répondre aussi. Alors moi, de temps en temps, j'en pioche une au hasard, mais vous les voyez tous, donc elles sont là, les questions. Effectivement. Sur les 35%, le gain d'énergie théorique, effectivement, ces fameux 35%, c'est pour débloquer les aides pour favoriser ce qu'on appelle la rénovation globale. Donc effectivement, c'est théorique. On est généralement pas trop loin en réel. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que Sébastien, il n'ira pas contrôler si votre gain réel est bien à 35 et pas moins. C'est pour ça qu'il faut que vous travailliez avec un bureau d'études qu'on appelle RGE, Reconnu Garant de l'Environnement, qui met un coup de tampon au moment des études. Et c'est parce que le bureau d'études engage sa marque et son expertise que Sébastien derrière va débloquer les aides MaPrimeRénov'. Et si on n'est pas à 35 après travaux, mais à 33, personne n'ira le contrôler. Je confirme ce que disait Christophe. On est sur le gain théorique parce que le gain réel aussi, ça dépend aussi des usages des occupants. Parce que si on isole son bâtiment et qu'on laisse les fenêtres ouvertes toute la journée, le gain réel, ça ne sera pas de 35%. Donc, notamment en chauffage individuel. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on fait très attention. On est sur le gain théorique et que même si le gain réel n'est pas de 35%, vous avez quand même droit à la subvention. C'est quand même pour nous essentiel de ne pas regarder le gain réel parce que sinon c'est du stress en plus pour les copropriétaires parce qu'on appelle souvent, on va dire en rénovation énergétique, les barrières à l'entrée, les barrières à la sortie. Et une des barrières à la sortie, c'est si j'ai pas mon gain de 35%, qu'est-ce que ça fait? On ne le regarde pas. Donc cette barrière à la sortie, on va dire qu'elle n'existe pas, si je dois caricaturer. Et il y a une question qui est plus, on va dire, politique. Je me permets aussi, Christophe, tu diras, c'est est-ce que c'est à l'État de financer la rénovation énergétique du fait on va dire, du prix de l'immobilier, des ventes immobilières, des plus-values qu'on va voir ces choses-là. C'est Christophe, je te salue, Christophe, très bonne question. je vais le dire en 2 phrases. Il y en a un, c'est respecter les accords de Paris.
Normalement, l'ensemble des bâtiments d'habitation doivent avoir un gain énergétique de 55% avant 2050, et on en est loin. Il faut respecter ces accords de Paris. Donc, pour les futures générations, il faut absolument que le bâtiment s'y mette. Et sans aide incitative, en fait, on n'arrivera pas à atteindre ces accords de Paris. Et la valeur, on va dire, immobilière, donc pas tant que ça, parce qu'à Paris, où on a quand même un gros stock d'étiquettes F et G sur le territoire, ça se vend encore aujourd'hui très bien. On est à une moyenne de 10 000 € du mètre carré. Donc, il faut faire attention aussi sur cette valeur, on va dire, dite immobilière. Tous les territoires sont différents. Et même dans des secteurs très, très tendus, comme est Paris, des étiquettes F et G, ça part aussi très vite. Et ça peut être aussi d'ailleurs une opportunité d'investissement, hein, comme certains l'ont souligné. Donc voilà, donc tout est bon à prendre sur la région parisienne, hein. Même les passoires énergétiques ont leurs clients. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, donc alors là, il y a quelque chose pour toi aussi, Corinne. On a Christian qui a un projet d'isoler les planchers bas d'une vingtaine de logements dans une copropriété. Mais de pas tout, mais par contre, il ne veut pas isoler tous les planchers de la copropriété, que certains. Bon, voilà. Donc ça, voilà. Question. Les planchers bas, moi j'ai un petit problème parce qu'on applique la réglementation à la règle dans mon groupe et la DGEC a dit qu'il fallait qu'il y ait une protection sur des planchers bas. Et pour eux, une protection, c'est du placo-plâtre. Donc moi, je ne fais plus de plancher bas depuis que la nouvelle fiche qui s'appelle BARTH 103 a été modifiée. D'accord. Et par contre, je l'incite à aller plutôt vers une rénovation globale parce que là, du coup, ces règles individuelles que je trouve un peu déconnectées de la réalité des vraies règles de l'art ne s'appliquent plus. Donc aujourd'hui, ou d'aller voir d'autres acteurs qui apparemment arrivent à quand même valoriser des C2E sans protéger l'isolant, que ce soit du flocage ou des panneaux où on posait des panneaux dalles. Donc aujourd'hui, on a un petit problème qu'on va essayer de faire bouger avec le pôle des C2E, parce que si on n'applique pas la lettre, ce qu'ils nous demandent, après ils font des contrôles et on peut avoir des annulations. Donc on est sur un truc un peu technique, hein, je ne veux pas plus développer, mais aujourd'hui, je vous avoue que les planchers bas, on en a fait. On trouve que c'est une très jolie opération qui se combine très bien avec le calorifugage. Mais comme il y a eu beaucoup de fraudes, en particulier dans les maisons individuelles, ils ont ajouté cette demande de protection, mais qui n'a aucun sens dans une copropriété. Mais visiblement, le cas particulier de la copropriété n'a pas forcément été pris en compte. Donc voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas de solution à apporter à monsieur avec du financement. Après, sans financement, avec l'aide de Sophie, il y a quelque chose à faire parce que ça vaut quand même toujours bien le coup d'isoler des planchers bas et pour le confort et pour l'économie d'énergie. Oui, mais enfin, ce qui m'étonne dans cette question aussi, c'est d'isoler certains planchers et pas tous. Donc, quelle est la raison? Je ne sais pas. Peut-être que Christian pourrait nous préciser ça, mais ça me paraît étonnant. Je ne vois pas l'intérêt. Mais bon. Après, c'est pas toujours possible de tout isoler, par exemple. Enfin, ou c'est compliqué quand tu as des caves, par exemple, et qu'il faut faire ouvrir les caves à tous les copropriétaires et des caves encombrées. Non, mais là, il parlait de logement. Alors bon, il parlait pas. C'est de logement, pardon. Ouais, donc c'est pour ça. Ah, mais les planchers bas, ils donnent. Oui, mais ils passent quand même par en dessous. Mais il ne faisait pas référence au fait qu'il y avait 20 copropriétaires qui étaient concernés, qui étaient en bas. Il dit que non, je sais pas, il a pas développé. Il n'a pas développé. J'avais compris comme ça. J'ai pas vu. Non, il a dit il a dit quoi? Parce que les autres planchers sont en étage et bénéficient donc de la. Qu'est-ce qu'il a mis? J'ai pas compris. De la gaz thermique, de la. Je sais pas. De toute façon, chaque cas est un cas particulier. Hein. C'est pour ça qu'il faut se rendre sur place. Okay, bon. Il faut aller sur place. Ok, ça marche. Écoutez, vous savez qu'il est 18h23. Il est 18h23 et qu'on clôture à 18h30. Donc, les cages thermiques, d'accord. Donc, si vous avez encore une toute dernière question dans la thématique de ce soir, on pourra peut-être y répondre. Sinon, je vais demander à chacun, comme je le fais toujours, à peu près au même moment, de nous donner le mot de la fin. Donc, moi, voilà, c'est pareil. Je pense qu'il faut anticiper sur les rénovations et ne pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner au mieux sur la partie financement avec vraiment en donnant de la visibilité aux copropriétaires
sur ce qu'ils vont pouvoir financer. Et c'est vrai que bien souvent, on a des quotes-parts qui font que on a des remboursements mensuels de moins de 100 € qui sont largement compensés en fait par l'économie et le gain énergétique. D'accord. Bah, écoute, très bien. Je pense que c'est un très bon conseil pour les copropriétaires. Corinne, le mot de la fin. Oh, mais ils ont tout dit. En plus, j'étais l'invitée Ben oui, surprise. mais voilà, mais bon. Non, la petite Tu remarque, conclus. c'est on se plaint toujours d'être en copropriété, mais quand on relativise, moi je viens du monde de la maison individuelle, une réno énergétique de maison individuelle, c'est plutôt entre 50 000 €, 60 000 €. Au final, c'est presque moins coûteux, c'est plus complexe à monter parce qu'il faut tous se mettre d'accord. Mais par contre, pour chaque copropriétaire, le poids de la rénovation énergétique pour arriver à des étiquettes B, C, il est moins important qu'un propriétaire de maison individuelle. Et en plus, là, on n'a jamais eu autant d'aides et de financement activables qu'aujourd'hui. Et le prix de l'énergie n'a jamais été autant un moteur pour y aller. Donc là, si la copro n'y va pas aujourd'hui, Ouais, moi j'étais une déçue de la Corinne, copro parce que je trouvais ça ouais. très lourd et j'avais pris beaucoup entre guillemets, de déceptifs et l'impression de jamais y arriver. Je trouve qu'aujourd'hui, je vais peut-être revenir à la maîtrise d'œuvre rénovation globale prochainement. Ouais, non, et puis juste, excuse-moi Isabelle, puis après Oui. j'arrête définitivement. Définitivement, comment ça? C'est Corinne, non, ce soir, c'est Ah bon? Corinne qui me fait penser, si à l'occasion d'un ravalement que vous devez faire, vous embarquez pas d'efficacité énergétique, vous perdez 20 ans parce qu'on ravale pas tous les matins. Et perdre 20 ans à l'heure actuelle pour isoler une copropriété, on est dans l'absurde. Donc vraiment, ne ratez pas des occasions parce que c'est une occasion perdue pour les 20 prochaines années. Bonne soirée à tout le monde. Et ben voilà. Donc pour ceux qui étaient là pour la première fois, ça nous fait plaisir que vous ayez apprécié notre petit format. Et pour ceux qui nous ont dit c'est intéressant, c'est une mine d'informations, c'est toujours qu'est-ce que vous nous avez dit, merci à tous les intervenants, merci à tous, etc. Oui, on est là aussi en tant que média d'information pour ce marché de la copropriété. On est là pour accompagner les copropriétaires. On est là aussi pour donner des informations aux gestionnaires de copropriété, aux syndics de copropriété. On essaye de motiver les troupes pour aller dans le bon sens, pour que nos bâtiments soient bien entretenus, que votre patrimoine soit valorisé, que vous soyez bien dans vos logements, que vous ayez un bon confort, que vous soyez serein, tranquille pour l'avenir, pour vous, pour vos enfants. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se préoccuper de ça, sachant que il y a des crises énergétiques, qu'il y a aussi une conjoncture qui n'est pas simple, mais qu'il y a un gouvernement qui est là pour améliorer tout ça et essayer de soutenir les copropriétaires dans leur démarche. Donc c'est maintenant et je vous incite bien sûr tous à vous préoccuper de ces questions, à vous faire accompagner par les bonnes personnes, à aller chercher des professionnels qui sont experts dans ces domaines. Et le financement, il y en a, il y a du financement, il y a des aides, il y a des subventions. Donc, ça ne devrait pas être un frein aujourd'hui à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Et puis vous retrouverez bien sûr le replay de cet atelier, de cette soirée très bientôt dans notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker. Par email. Voilà, ça sera envoyé par email. Les présentations qu'on aura eues, parce qu'on n'a pas mis de slide, une présentation ce soir, mais bon, si on a eu des présentations, on vous les transmettra également. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir, il y avait vraiment des informations très importantes. Et puis, ce sont des dossiers à suivre. Donc, j'espère bien sûr vous avoir bientôt tous pour nous annoncer d'autres nouvelles et nous parler de l'actualité. Et voilà, on reviendra encore là-dessus. Ça sera certainement nécessaire dans pas longtemps. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.